et Roms à l'Assemblée nationale. Voyageurs et Roms qui bien souvent n'ont pas voix au chapitre et encore moins dans ce lieu dans lequel les rares fois où il est question d'eux, c'est pour les dévaloriser, les stigmatiser ou encore relayer des préjugés racistes à leur sujet. Le racisme envers les voyageurs, c'est ce qu'on appelle l'antiziganisme. Alors j'ai pu constater depuis 2022 qu'il est extrêmement présent et prégnant dans cette institution, qui est censée être la maison du peuple et notamment la maison des voyageurs. En effet, en ma qualité de coprésidente du groupe d'étudiants du voyage lors de la précédente législature, j'ai par exemple entendu et vu sous mes propres yeux des députés tenir des propos extrêmement graves à l'encontre des voyageurs en véhiculant les pires stéréotypes et préjugés. Alors je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, pendant une audition où justement on recevait des associations de voyageurs, un député a tenu ces propos que je vous cite. Si vous voulez avoir les mêmes droits que les Français, voilà ce que vous devez faire. Donc ces propos sous-entendent à la fois que donc, les voyageurs ne seraient pas français, ce qui n'est pas le cas, et sous-entendraient que les droits seraient conditionnés à quelque chose, alors que les droits, on les a et c'est tout. J'ai également constaté la banalisation de l'antiziganisme lorsque le 29 mai 2024, dans le cadre du groupe d'études sur l'antisémitisme, nous avons reçu l'association AJC qui a présenté sa radiographie de l'antisémitisme en France en 2024. Alors pour cette radiographie, ils avaient posé la question suivante: quelle est selon vous la forme de racisme la plus répandue? Et alors seuls 4% des personnes interrogées mentionnaient l'antiziganisme. Alors, ce dont avaient déduit les parlementaires sur place et l'association, c'est que finalement, la forme de racisme la moins répandue, c'était l'antiziganisme, ce à quoi je leur ai répondu que, à contrario, cette étude d'opinion montre à quel point l'antiziganisme est invisibilisé, ce qui n'est pas la même chose. Alors j'ai justement souhaité organiser cette conférence de presse car nous sommes ces derniers mois confrontés à une alarmante explosion du nombre de propos et d'actes antiziganes qui passent totalement sous les radars médiatiques. Alors je prends par exemple le cas du crime raciste d'Antela Rostas, donc une mère de famille Rome qui est âgée de 40 ans, qui est enceinte de 7 mois et qui en février dernier a été tuée par un groupe de chasseurs qui avait déjà tiré sur plusieurs terrains de voyageurs dans les alentours, ce qui démontre bien la violence de l'antiziganisme, mais également l'invisibilisation médiatique qui le caractérise, ainsi que l'absence de réaction des services de police. Je pourrais également vous évoquer les nombreux crimes policiers qui ciblent des voyageurs, celui d'Angelo Gara en 2017, celui d'Henri L'Enfant en 2018, ou encore celui de Mikey Loers, jeune voyageur de 28 ans tué par des gendarmes de plusieurs balles alors que sa femme et leur fille, âgée de 6 mois, étaient présentes dans leur véhicule. Plus récemment encore, je pourrais faire référence à des voyageurs qui, au cours de l'été dans un village du Jura, ont été visés par des coups de feu. Et pas plus tard que mardi, Sud Radio a organisé sur son antenne un débat intitulé « Faut-il plus encadrer le stationnement des gens du voyage ?» Alors peut-être que de prime abord cela ne vous choque pas, mais ce débat insinue ouvertement que les voyageurs ne doivent pas avoir les mêmes droits que les autres citoyens. Les voyageurs doivent bénéficier des mêmes droits au contraire que tous les autres citoyens, et toute remise en question de leurs droits s'apparente à du racisme et doit être sanctionnée comme tel. Nous devons en finir avec le temps où les éditorialistes sont en roue libre et se permettent de tenir des propos antiziganes sur leurs antennes. C'est pourquoi j'ai par exemple saisi l'ARCOM suite à l'émission des Grandes Gueules du 8 avril 2024, dans lequel Barbara Lefebvre avait affirmé que les voyageurs devaient retourner au pays des gens du voyage. Et alors je remercie d'ailleurs l'ARCOM d'avoir joué à ce sujet son rôle de régulateur audiovisuel. Bon bref, vous avez compris que les exemples qui illustrent les conséquences dramatiques du racisme institutionnel et systémique qu'est l'antiziganisme ne manquent pas. Il est donc important, me semble-t-il, de le combattre avec force, notamment dans un contexte de montée de l'extrême droite qui prétend défendre des voyageurs, mais qui passe son temps à proposer et à voter des textes répressifs contre eux, comme l'a démontré la campagne Voyageurs contre le RN, qui a été lancée pendant les législatives anticipées. Cette conférence de presse, donc je la donne, comme je l'ai dit, en présence de nombreuses associations de voyageurs et Roms, parce que c'est eux, en tant que premiers concernés, qui doivent être les principaux acteurs de leur combat contre l'antiziganisme et pour l'égalité des droits. Alors merci Madame la députée. On va donc donner la parole aux différentes associations intervenantes que je vais inviter à venir s'installer sur la gauche. On va commencer par l'association familiale des gens du voyage d'Île-de-France, représentée par Émile Chaïs. Vous avez 5 minutes chacun.
que de plus en plus, certaines personnes nous désignent toujours pareil, en n'étant pas des vrais citoyens français. Mais nous, c'est vrai qu'on a notre style de vie, notre mode de vie, qui tourne autour de la famille et de la caravane. On se déplace pour notre travail, on se déplace en famille, et ça dérange de plus en plus certaines personnes. Mais pourtant, on fait partie de la France, on fait partie de ces Français qui nous ont connus toute leur vie. Et c'est vrai que de plus en plus, on se sent mal, on se sent discriminé, on se sent, on dirait qu'on n'est pas chez nous. Moi, je suis né en France, mes parents sont nés en France, mes grands-parents, ainsi de suite. Et on est tous nés en France, ça fait des siècles qu'on est en France, on est français. Notre mode de vie, c'est le voyage. Il faut nous accepter en tant que tel. On va dire que c'est comme en Amérique des Indiens, les dernières personnes libres, c'était les Indiens. Et vous avez vu les Indiens, on les a parqués, là on veut nous parquer aussi, hier j'ai fait une réunion des ateliers de travail, et il y a une personne qui nous a dit on peut peut-être vous mettre en cité. Dès qu'il a dit cette parole, ça m'a, vous voyez, ça va, vraiment ça m'a choqué. Je dis comment ça en cité? Je dis mais notre vie c'est la caravane. Je dis déjà de nous mettre dans un terrain qu'on reste sur place des mois, on ne l'a jamais fait. Maintenant on le fait parce qu'on ne peut pas faire autrement, on s'adapte. Mais notre vie c'est le voyage. Sans le voyage, on n'a plus de famille, on n'a plus rien. On le voit, parce que ceux-là qui sont dans les aires d'accueil, eh ben, ils ne voient plus les autres personnes qui sont seulement à 10 km, leur famille proche. À cause qu'ils sont sur place, mais bon, c'est le système. Mais il faut nous accepter, les Français, c'est nos frères et sœurs, je veux dire, parce qu'on est Français pareil, on est des citoyens. Voilà, surtout, il faut nous laisser quand même cette liberté du voyage, de la caravane. Même quand on a une maison, il y en a qui dorment dans la caravane, vous savez, on se sent mieux, on ouvre le carreau, on est directement dehors. Oui, c'est ça le système, c'est la liberté de chez nous. Alors le truc qu'il est, c'est que tout simplement, c'est vrai que, heureusement qu'il y a des personnes comme vous, madame la députée, comme plusieurs d'autres personnes que je connais, qui ont ce bon sens d'essayer de chacun à sa place et puis respecter les uns les autres. On a envie du but, on est des Français, on s'adapte, on s'est toujours adapté. On n'a jamais resté aussi longtemps sur place avec nos caravanes. Mais quand il arrive des beaux temps, on bouge. Maintenant qu'il nous faut des terrains de passage, voilà, mais tout on reste en famille. Surtout, il ne faut pas oublier ça. Et puis, cette discrimination, si nous, on voudrait se révolter contre certaines personnes, vous voyez, on se dit, nous les associations, même les familles qui nous ont trouvé, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de manifestation, on ne bloque pas la France avec tous les caravanes qu'on a. On la bloque la France. On dit non, on ne va pas faire ça. Les gens vont travailler, il y aura des gros soucis. Nous, on est reçus dans certains endroits, on fait partie de la Commission nationale. On va essayer de trouver des solutions, mais bon, voilà, madame la députée, vous savez, c'est très difficile. Et on n'est pas écouté, quelque part. Voilà, je ne vais pas en dire plus, il faut laisser parler les amis. Et puis, voilà, le truc c'est bien d'avoir des réunions comme ça, surtout voilà, pour s'exprimer et essayer que les gens ils comprennent une autre vision comme de choses. Hein. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais appeler l'association Cigane catholique de France, représentée par Alexis Gauche. Bonjour. Bonjour. Donc je m'appelle Alexis Boger et je représente, disons, des catholiques, disons, des gens de voyage français. Voilà. Et je me suis déplacé avec Milo et puis mes confrères qui sont là. Donc Angélique, Marc qui est là aussi. On travaille, disons, un petit peu, disons, surtout à l'heure actuelle, disons, pour les aires d'accueil de grand passage, qui à l'heure actuelle sont très peu. Et c'est le gros problème qu'on a à l'heure actuelle. Et
C'est compliqué parce que j'ai pas bien l'habitude de discuter comme ça. On va fait un petit truc, mais enfin, on va abréger un petit peu. Mais je pense que tous les 4 et là, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est surtout, disons, pour s'arrêter, disons, l'été, et bien souvent pour les personnes, disons, l'hiver. Voilà. Parce qu'il faut savoir, c'est vrai, les gens du voyage, c'est une chose, mais avant tout, on est français. Moi, j'ai mon papa qui a fait la guerre d'Algérie. J'ai une maison qui a été prise, disons, avec une balle. Donc, lui, il n'est pas décédé avec une balle, puisqu'il est revenu. Tout ça pour la faire, disons, qu'il avait sorti pour manger un petit bout de pain, un petit peu de vinaigre. Et il a été interné, disons, avec une balle. Une personne qui faisait moins de 90, presque 100 kilos, il est ressorti. D'ailleurs, j'ai des photos, je les ai pas emmenés. Il est ressorti, disons, qu'il faisait, je pense, 50 kilos. Ah. Et il n'a rien eu derrière, il n'a rien demandé, en fait, il n'a jamais eu aucune gratitude là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il arrive à un moment, il y a un petit peu un ras-le-bol, parce qu'on est des incompris, et puis il n'y a pas beaucoup, disons, de personnes qui se posent sur nous, quoi, sur notre question de voyager. Alors, comme nous le disait Omar, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a beau faire, on a une petite poignée qui sont là, disons, pour se faire écouter, et à part des personnes comme vous, je veux dire, on ne fait pas grand-chose. Alors, on aimerait bien que ça change quand même. Notre déplacement ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci. On va appeler maintenant l'association Action au Grand Passage, représentée par David Weiss. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis M. Weiss David, je représente l'Action Grand Passage, qui est aujourd'hui une action menée par notre groupe, l'Angélique. Le groupe a à peu près 136 groupes qui, par 1050 villes visitées par an, on essaye de faire au mieux. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, je rejoins Madame la députée sur ce qu'elle a dit, la stigmatisation. C'est quelque chose qui nous colle à la peau et qui aujourd'hui les médias s'en servent pour justement essayer de discriminer plus que ça en est. Alors que sur des rapports, nous avons quand même des rapports qui sont assez intéressants par rapport aux Alpes-Maritimes. Récemment, sur BFM TV, on a vu des choses qui étaient intéressantes, mais il semblerait que le grand côté des choses, ils ne le font pas voir. C'est vraiment quelque chose de négatif qui revient tout le temps, fur et à mesure. Et aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre, elle va beaucoup plus loin. C'est que cet été, sur par exemple 1050 villes visitées, on a à peu près peut-être 2 ou 3 litiges à résoudre une fois à la fin de l'année. Et mes collègues, c'est pareil, on travaille aujourd'hui avec l'État, on envoie nos courriers des mois à l'avance pour justement essayer de satisfaire tout le monde. Et la différence qu'il y a, c'est que certains maires, je ne dis pas tous, hein, c'est comme tout, vont aller vers les communautés qui sont chez eux, les sédentaires, pour essayer de leur faire augmenter une pression. Et quand on arrive sur les terrains, au lieu de nous accueillir, au lieu d'arriver à trouver un moyen ensemble de discuter, ah ben là c'est une guerre ouverte. Comme cet été, on a vu des médias qui étaient terribles sur YouTube, vous pouvez voir ça sur TikTok et tout, vous voyez des sédentaires qui viennent se mettre en dessous les roues du camion. Et ça c'est quelque chose de terrible. Ça a été rappelé, il y a des gens qui viennent le soir tirer avec des coups de fusil. Alors jusqu'à où ça va aller? Lorsqu'il y aura un drame, ce sera peut-être trop tard. Je crois que si on est ici, c'est pour tirer la sonnette d'alarme et essayer de médiatiser du côté positif. Et non pas négatif, parce que c'est très grave ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est très grave. Arriver là où on est, c'est pas possible d'arriver en 2024. On est dans un pays où on prône l'égalité. Alors que la rupture d'égalité, elle est énorme face aux gens du voyage et aux situations d'État. On est rabaissé plus bas de terre et aujourd'hui, on a besoin de faire écouter notre voix. Et s'il le faut, avec les associations qu'on a ici, le médiatiser le plus possible pour essayer de faire comprendre aussi qu'on peut avoir notre place parce que nous sommes quand même des Français. Et on est fiers de d'être des Français. Et on veut les mêmes points d'égalité que tout le monde. Mais pour ça, on a besoin d'aide. Et je remercie Madame la députée pour ça, de nous convier à cette rencontre qui me semble très très importante. Je vous remercie Madame la députée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va appeler l'association France Liberté Voyage, représentée par Milo Delage.
subi tous ces problèmes depuis toujours. Hein. Je vais rappeler un peu l'histoire pour ceux qui connaissent l'histoire du monde du voyage. Ça a commencé en 1912, on a commencé à nous faire des carnets anthropométriques, des carnets de circulation en 69. Et il a fallu attendre 2017 pour que nous on fasse un recours au Conseil constitutionnel pour que justement il y ait la suppression des carnets délivrés de circulation parce que c'était des contrôles judiciaires, il fallait aller tous les 3 mois à la gendarmerie et obligatoire à partir de 16 ans. Mais là en 2024, on s'est rappelé par les amis, on subit en plus l'incitation à la haine par rapport à certains médias, hein, parce que on met tout le monde dans le même sac, on essaye de montrer qu'on est des méchants, qu'on est des vilains, qu'on n'est pas des Français, quelque part, hein, qu'on est des étrangers. Mais nous, on est citoyens, on vit dans notre pays depuis des siècles. Et on a un mode de vie itinérant. Voilà, donc c'est un mode de vie qu'il faut respecter. Nous, on respecte les sédentaires. Hein, il y a même des sédentaires maintenant qui deviennent itinérants parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vit avec des camping-cars. Et ils sont à peu près 500 000 en France à vivre avec des camping-cars. Et eux aussi, ils sont itinérants, mais eux, c'est pas la même catégorie. Eux, ils ne sont pas gens du voyage, pour le dire. Et dès qu'on dit gens du voyage, systématiquement, on est discriminé. Alors, il faut se battre. Moi, je ne suis pas quelqu'un à baisser les bras, parce que on est une grande famille, là, tous les deux là. Je suis l'aîné de 12 enfants. De mes parents, on est rendu à 121 progénitures. Je suis arrivé à Campère avec des garçons tout à fait récemment. Pour moi, la vie du voyage continue. On vit en habitat mobile, on vit en caravane, on est fiers, partout où on passe, on fait travailler l'économie locale. Dès que les communes respectent leurs obligations, alors j'ai des attestations qui sont là dans mon dossier, que je vous donnerai, la députée, vous pouvez mettre le dossier. On a passé sur La Rochelle, on a passé sur Royan, on a passé sur les Sables d'Olonne. Là, actuellement, je suis à Main-sur-Bar depuis 2 jours. J'ai 30 familles avec moi. Tout le monde est propre, tout le monde vit en caravane parce que c'est notre mode de vie. Mais là, ils ont un meilleur à nous proposer. À partir du moment que les communes respectent leurs obligations, qu'ils ont des terrains soit d'accueil, soit d'air de grand passage, et soit aussi des terrains familiaux pour les familles en voie de sanitarisation, parce que c'est un choix, pour que ce soit une obligation. Et malheureusement, on essaye de nous mettre dans la sédentarisation un peu par obligation. Et on constate que malheureusement, les aires d'accueil qui existent en France sont saturées. Les gens de passage ne peuvent pas s'arrêter dessus parce que les gens ils ont tellement peur que s'ils quittent l'aire d'accueil que s'ils vont autrement, ils ne trouveront pas d'endroit. Alors on se retrouve dans une situation que c'est le chat qui se mord la queue. Voilà. Il n'y a pas d'endroit pour stationner, il faut trouver des solutions. Donc on est obligé parfois de faire de l'illicite parce qu'on nous y oblige. Si les communes respectent leurs obligations, je rappelle qu'il y a une loi qui est la loi Besson, qui existe depuis mai 90, modifiée juillet 2000. Et comme je suis membre de la Commission nationale, on connaît très bien le pourcentage d'aires d'accueil et d'aires de grand passage de réaliser. On est à peine à 40%, vous voyez, à peu près 30 ans après. Quoi. Donc il faut absolument que les communes respectent leurs obligations d'accueil. Et ça, Madame la députée, vous aurez tout notre soutien si vous faites respecter cette loi, qui est une loi française, hein, qui est prévue pour l'accueil pour les normales, entre guillemets. Donc on compte sur vous. On a eu une avancée quand même, parce que notre avancée, c'est que maintenant on va avoir un mémorial. Je tiens à en parler parce que c'est important. Montreuil-Bellay a été le plus grand camp d'internement de nos familles dans les camps de concentration. Et en 2026, il y aura un mémorial. Je fais partie du comité de suivi avec le maire de Montreuil-Bellay, aussi avec le préfet du Maine-et-Loire. Et il est important pour nous de faire cette reconnaissance, vous voyez, pour que les enfants des écoles apprennent que voilà, on a interné des citoyens qui étaient nomades et ils ont été internés arbitrairement dans les camps. Et nous, on est tous les enfants, tous les noms des familles qui sont inscrits, on est tous les enfants et les petits-enfants de ces familles qui ont été internés. Et nous, on veut garder notre liberté en tant que citoyens. Hein, naturellement, je vous rappelle que nous sommes citoyens français, fiers de l'être, comme l'a rappelé M. Rex, on est citoyens, on vit dans notre pays, on est fiers de notre pays. Après, on peut rappeler des histoires, nos grands-parents qui ont malheureusement fait la guerre, qui ont été parfois enlevés, qui ont subi tout ça, qui sont même morts dans les camps. Mais ça, on n'en parle jamais. On ne veut pas que ça soit éthique. Ouais. Donc le progrès est là et on a besoin d'avoir cette reconnaissance en tant que citoyen. C'est ça la principale revendication. Merci. Merci beaucoup. On va appeler maintenant l'association La Voix des Roms, représentée par Saïmir Mille. Bonjour à tous. Merci d'abord, Madame la députée,
pour cette invitation parce que c'est vrai, cette maison que vous avez justement appelée la maison du peuple n'est pas la maison de tout le peuple. Ceux qui m'ont précédé l'ont bien montré. Je vais poursuivre sur la même ligne. Plusieurs fois, j'ai entendu l'expression ici, nous sommes français, nous sommes fiers d'être. Ceux qui m'ont précédé sont français non par choix. Ils sont français par naissance, comme leurs parents, leurs grands-parents. Je suis français par choix. Concernant, depuis peu, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer la procédure qui était ouverte, dans mon cas depuis une quinzaine d'années. J'ai mis longtemps avant de demander ma naturalisation, et voilà, je suis français aujourd'hui. Est-ce que je suis fier pour vous, qui l'êtes par naissance? Je suis fier avec pas mal de réserves. Alors que, puisque je l'ai choisi, cette nationalité, il me reviendrait à moi, plus qu'à vous, d'en être fier. Pourquoi cette fierté d'être français aujourd'hui? Pour moi, elle est un peu... Elle est toujours... Elle est là, bien sûr, parce qu'autrement, je ne l'aurais pas demandé, cette nationalité-là. Mais pourquoi des réserves? Parce que vous avez décrit. Parce que vous avez décrit, et parce que je constate en France, depuis que je suis venu en tant qu'étudiant, il y a un certain nombre d'années, et ce contre quoi j'ai décidé de me battre, tant que je pourrais me battre, un peu à l'image de Raymond Buren, qui reste pour moi une source d'inspiration, comme pour beaucoup, milliers, des dizaines de milliers de personnes. Alors, aujourd'hui, nous parlons ici d'antiziganisme. Et c'est ça contre quoi je me bats, c'est ce que vous confrontez, ce que moi je confronte, ce que confrontons nous tous. Labelliser tzigane par cet antiziganisme qui se trouve en France comme dans d'autres pays, il n'y a aucune raison de stigmatiser particulièrement la France, mais voilà, c'est quoi cet antiziganisme? Cet antiziganisme, en fait, c'est un racisme, évidemment. Ce sont des mots, ce sont des actes, et ce sont aussi des non-actes, de l'inaction. Vous l'avez dit dans vos interventions avant moi, alors je vais prendre quelques exemples. Ce sont des mots d'abord. Quels mots? Par exemple, quand Manuel Valls disait il y a quelques années, les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer en France, ils doivent retourner en Roumanie et en Bulgarie, le voilà renfermé tout un peuple, les Roms qui se trouvent par le monde, dans tous les pays, à une seule catégorie sociale créée par l'antiziganisme, et qui sont les Roms, roumains ou bulgares, vivant dans la précarité en France, parce que c'est cette partie-là de la population romanique que les médias mettent en avant, que les discours politiques mettent en avant, et qu'ils stigmatisant par là l'ensemble. Ce sont des mots aussi dont un groupe de Roms s'installe dans une commune française et qu'une pétition est lancée contre cette installation, et où, entre autres, un commentaire dit « Il faut y aller à coups de lance-flamme à 3 heures du matin après avoir émasculé les mâles. » On y va fort. Comme ma mère qui a dit aussi « Hitler n'a pas tué assez ». Alors, ce sont des mots. Encore, quand on diffuse sur les réseaux sociaux une fausse information, comme quoi une camionnette blanche conduite par des Roumains enlèverait des enfants et les vendrait pour le trafic d'organes, je ne sais quelle autre cérémonie diabolique. Ce sont des mots, mais ce sont ensuite aussi des actes. Alors ces actes, c'est quoi? Ces actes, c'est les lynchages qui ont suivi la propagation de cette rumeur au printemps 2019, où on a frôlé la catastrophe, où il y a eu des blessés graves. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais on est passé pas loin, vraiment pas loin. Ce sont des actes aussi quand le maire de Villon, il y a un peu plus d'un an, se comporte comme un chef de bande organisée pour mettre dehors des familles qui s'étaient installées dans un bois dans sa commune. Vraiment chef de bande organisée, puisque aucune décision de justice ni aucune décision administrative ne justifiait une telle opération. C'est une manifestation d'habitants que le maire avait poussée
à ce que les lieux et il s'était occupé d'amener lui-même les engins de chantier pour la destruction des baraques. Et ce sont aussi des actes qui parfois vont trop loin. Donc en 2019, on a frôlé la catastrophe, mais en février dernier, on l'a eu. Angela Rostas tombe sous les balles d'un extrémiste qui prétend ensuite qu'il ne l'avait pas visé. Mais quand on tire sur une caravane avec un fusil de chasse, on vise quoi? Voilà les actes qui sont graves. Ensuite, ce sont aussi des non-actes, de l'inaction, des abstentions. Quoi? Manuel Valls, pour ses propos, n'a jamais été poursuivi, n'a jamais été inquiété. La Cour de justice de la République, cette soi-disant juridiction, ce n'est pas c'est une blague, une fumisterie. Ça n'a jamais condamné personne à la peine méritée en tout cas. Donc, la Cour de justice de la République, saisie par le MRAP, avait filtré carrément la requête et il n'y a jamais eu de poursuite contre Manuel Valls. Il n'y a pas eu de poursuite contre Manuel Valls non plus devant les tribunaux ordinaires. Nous avions porté plainte à l'époque. Il ne s'est rien passé puisque c'était un ministre. Conclusion logique que nous devons tirer. Quand on dit que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie, en Bulgarie, y compris donc quand ils sont français, c'est-à-dire que c'est la République qui parle, puisque c'est le ministre qui parle pour la justice, c'est-à-dire que c'est la République française qui considère que tous les Roms qui se trouvent en France doivent être déportés en Roumanie ou en Bulgarie, pourquoi pas dans des structures spécialisées, et les barbelés d'ailleurs. Ce sont aussi des non-actes de l'abstention, parce que les plaintes déposées contre cette personne qui avait dit il faut aider à l'Ansclam à 3 h du matin après avoir émasculé les mâles, aucune poursuite n'a été engagée contre cette personne, pourtant bien identifiée par la police, nom, prénom, adresse. Ce sont aussi des non-actes quand ceux qui avaient propagé la fausse rumeur sur les camionnettes blanches sont appelés, sont convoqués par la police, sont interrogés et que certains d'entre eux maintiennent devant l'officier de police judiciaire leurs propos racistes et d'incitation à la haine, ils ne sont pas poursuivis par la justice non plus. Ce sont aussi des non-actes. Je reviens à Angela Rostas, victime de l'antiziganisme, morte à 40 ans, enceinte de 7 mois, mère de 3 enfants, on dit souvent 2 parce qu'il y a 2 filles mineures, mais là une 3e qui est majeure. Ce sont aussi des non-actes là parce que quand elle a été tuée, les médias français n'ont pas parlé. Nous l'avons appris grâce à des amis d'une association suisse. Nous avons porté plainte immédiatement parce que pour nous il était évident que c'était un crime raciste. Nous avons communiqué aux médias, aucun média n'a voulu relayer le meurtre de cette femme et le fait que la justice avait été saisie par une association parce qu'on doutait très fortement qu'il y avait là une motivation raciste. Bien au contraire, des rumeurs ont circulé, comme quoi il y aurait peut-être là des règlements de compte et des colères privées, etc. Ça aussi, c'est de l'antiziganisme. Il y a eu, nous n'avons connu publiquement, la France a connu publiquement le meurtre de Angela qui datait de février, le 22 février, qu'en juin, quand les assassins ont été arrêtés. Donc l'assassin et son complice ont été arrêtés. Donc finalement, message aux médias, la news pour eux, ce n'était pas qu'une cigale meurt. Non, la news pour eux, c'est qu'il y avait une affaire judiciaire fait divers. Donc, message aux médias, un peu plus d'éthique, ça vous ferait du bien. Alors, nous sommes à la maison du peuple et nous sommes censés aussi dire ce qu'on veut au-delà de nos complaintes. Qu'est-ce qu'on veut? C'est simple. En fait, ici, nous sommes à la maison où se fait la loi. Est-ce que... Je suis mal à l'aise parce que normalement, quand on parle à une députée, on devrait plutôt lui dire, en fait, il faudrait une loi pour ceci, une proposition de loi pour cela, et ainsi de suite. Non! Non, je n'ai rien à vous dire de ce genre. La loi, elle existe. Elle n'est peut-être pas parfaite. Ne cherchons pas la perfection, nous sommes trop loin de ça.
cherchons son application déjà et voyons dans le parcours, d'ici 30 ans peut-être, si on commence à appliquer maintenant, d'ici 30 ans, on peut imaginer des réformes pour perfectionner encore les choses, mais très franchement, à l'état actuel, la loi permet de faire tout ce qu'il y a à faire. Une application vraie de la loi, que les magistrats du parquet poursuivent les délinquants, quand ils appellent à un meurtre raciste, qu'ils poursuivent quand il y a des fausses rumeurs, qu'ils poursuivent quand il y a des maires qui agissent comme des chefs de bande organisés, que les institutions mettent en œuvre le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, un document qui, pour la première fois, reconnaît l'antiziganisme comme une forme particulière de racisme, qui prévoit des actions très concrètes, notamment de formation des agents publics, mais aussi des lieux mémoriels, comme du musée de Montreuil-Bellay, c'est une initiative que je salue, mais il reste beaucoup d'actions encore à mettre en œuvre pour qu'on passe du papier au monde tel qu'il est réellement et tel que nous voulons qu'il soit, et puis soutenir aussi les associations qui combattent l'antiziganisme. Il faut dire que le compte n'y est vraiment pas. Quand on voit un peu quelle association est soutenue et à quelle hauteur, je parle là des associations qui travaillent sur les gens du voyage, qui travaillent sur la lutte contre l'antiziganisme, franchement, le compte, on est tellement content. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste avant de redonner la parole à Madame la députée, on va donner la parole rapidement à Henri Braun, qui est un avocat qui a assisté de nombreux voyageurs dans vos droits notamment. Merci Alexis, j'ai compris le message rapidement. Donc déjà, non, je pas la peine du micro. Non, je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'ai dit à l'accueil que j'allais à la réunion sur les gens du voyage. Du coup, j'ai droit à une fouille particulièrement poussée. On a suspecté le fait que j'avais un couteau dans mon sac, là, le sac. Et donc j'ai dû ouvrir le sac et sortir toutes les affaires. Alors comme c'est mon sac professionnel, il y a tout, hein, j'ai ma brosse à dents, des fois je dois partir pour une audience au-dessus, je suis un avocat itinérant, comme qui dirait. Et donc finalement, on a trouvé le couteau, c'était la graffeuse. Et voilà, donc du coup, ça m'a un petit peu retardé. Bon, je suis heureux d'être ici et de retrouver des responsables associatifs que je connais depuis des années, pour ne pas dire des décennies, et des décennies que nous posons ces problèmes sans avoir de réelles solutions, même s'il y a des petites choses qui avancent petit à petit. Ce qu'on constate, c'est important quand même, c'est qu'il y ait des parlementaires qui se saisissent du problème. Ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse l'antiziganisme comme une forme de racisme, peut-être même la plus prégnante en France et en Europe. Et donc, on se donne les moyens de la combattre. Qu'on voit les choses sous cet angle. Qu'on voit, je dirais, tout l'éventail des discriminations, depuis les vexations quotidiennes jusqu'au plus abominable, comme le meurtre d'Angela Rostas. Qu'on arrive à voir toute cette gamme et toutes les réponses qu'on peut y apporter, en passant également par les discours de haine en ligne qui appellent au meurtre, voire au génocide, et qu'on devrait demander au parquet de poursuivre systématiquement. Dans cette optique-là, j'ai deux questions à poser, je dirais un petit peu à tout le monde. La première, c'est, donc on a un éventail de discrimination. Il y a aussi la question des terrains familiaux qui n'a peut-être pas été abordée, qui est centrale pour beaucoup de voyageurs. Pas forcément les voyageurs qui bougent le plus, mais les terrains familiaux où on empêche les familles de mettre leur camping. Parce que le problème, c'est que le code de l'urbanisme, lui, définit deux types de terrains. Les terrains constructibles et les terrains inconstructibles. Bon, ça me paraît logique qu'on ne puisse pas construire partout, qu'on laisse les campagnes, c'est normal. Le problème, c'est que les juges et tout le monde a tendance à considérer qu'inconstructible, ça veut dire inhabitable. Alors qu'il y a toute une série d'habitats légers, de caravanes, mais également de yurts, tout ce qu'on peut imaginer, qui sont des solutions en termes du logement, qui sont des solutions écologiques, low cost, qui ne sont pas énergivores et qui peuvent donner des pistes pour l'avenir, y compris des pistes écologiques. Et je pense qu'il faut réfléchir là-dessus, et donc j'aurais deux questions à poser. La première, ça fait longtemps que je réfléchis à la question.
Et je me demande si finalement on ne devrait pas faire un changement complet du paradigme. C'est-à-dire, est-ce que, et là je vous pose quelque chose qui peut être important, est-ce que la catégorie de gens du voyage a un sens en droit? Alors je ne parle pas de la culture des traditions auxquelles on faisait référence. Oui, on est voyageur, ça pose pas de problème. Mais de même qu'on peut être corse, breton ou basque sans qu'on soit soumis à un statut spécial. Donc est-ce qu'il faudrait véritablement qu'il y ait en droit français un statut spécial pour les gens du voyage sur une base qui est une base raciale? Qu'on le reconnaisse ou non, c'est clairement une base raciale. Et bien moi je pense que non. Et j'ai été sensible à ce que disait M. Chetz tout à l'heure sur le fait qu'avant, avant la loi Besson, on pouvait voyager. Et on arrivait à voyager, à se poser sans problème. C'est-à-dire qu'il y avait, on peut prendre un arrêt du Conseil d'État de 1983 qui s'appelle Ville de Lille et qui définit un système, un statut, enfin un système de voyage. Et donc on peut tout à fait imaginer que ces aires d'accueil disparaissent et qu'on laisse aux familles la possibilité de se poser, je dirais, où elles veulent, dans les contraintes d'ordre public pour ne pas déranger, tout ça en harmonie avec les mairies et surtout qu'on n'ait pas de statut spécifique. Hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait un statut spécifique sur une base raciale, c'est totalement anti-républicain. Il n'y a pas de raison non plus qu'il y ait un statut spécial sur une base de mode de vie. Hein, par exemple, il y a des bateliers. Bon, ben, il y a des gens qui vivent de moins en moins. L'homme du Picardie, c'est vrai que c'est un peu passé. Il y a des gens qui vivent en bateau, ils n'ont pas un statut spécial. On ne va pas faire un statut spécial pour toutes les professions ou tous les modes de vie. Donc on devrait simplement demander l'application du droit commun. Alors là, je vais aller reprendre ce que disait M. Millet. Il dit « Je ne veux pas de loi, je veux l'application de la loi ». Moi, je dirais encore plus loin que lui « Je ne veux pas de loi, je veux qu'on supprime des lois ». De même qu'on a réussi, et c'est un combat qu'on a mené depuis des années, à faire sauter le carnet des titres de circulation, eh bien, il faut qu'on fasse sauter le statut des gens du voyage, et ça va être aujourd'hui la première étape de ce combat. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui est tout aussi important, c'est le procès Rostas. On a quand même un crime raciste qui est parfaitement abominable, c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes en réalité, qui tirent sur le domicile, alors c'est un mobile, mais c'est un domicile de cette famille, qui tire d'abord sur les bonbonnes de gaz qui sont à côté de la maison, donc dans une intention homicide claire, qui après, quand Mme Rostas sort le pas de sa porte, Mme Rostas, 40 ans, enceinte de 7 mois, elle est tuée d'une balle dans l'abdomen. C'est-à-dire qu'on la vise, on voit qu'elle est enceinte, ça se voit, et on tire dans son ventre, là où est l'enfant. Donc il y a véritablement une intention, et sans qu'il y ait d'embrouille avant, sans qu'il y ait de contact, sans qu'il y ait rien. Donc on voit clairement l'intention raciste, pour ne pas dire génocidaire, de cet acte. Donc ce procès-là, il faut que nous tous collectivement, on en fasse le grand procès de l'antiziganisme, pour montrer que l'antiziganisme, c'est quelque chose qui est meurtrier. Là, je parlais l'autre jour avec une militante, peu importe qui prépare un rapport sur les violences policières, et elle me disait, finalement, en reprenant l'ensemble des personnes qui ont été tuées par la police, elle a beaucoup de surprises. Elle a vu, moi ça ne m'a pas surpris, elle s'en avait surpris, que le nombre le plus important de victimes de crimes policiers sont des gitans, au sens large du terme. Encore plus que les arabes ou les noirs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est... Et donc, ce message-là, il faut le faire passer, et le procès Angela Rostas, nous allons en faire véritablement le procès de l'antiziganisme, de ce racisme qui est meurtrier, hein, parce qu'on est quand même dans une situation maintenant en France en 2024 où les gens peuvent tranquillement professer des idées qui sont ni plus ni moins que nazis et le faire en toute impunité, que ce soit sur Twitter, que ce soit des élus. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut clairement, c'est l'égalité pour tout le monde. C'est un peu long, désolé. Je redonne la parole à Mme la députée. Donc merci vraiment à tous pour vos précieuses prises de parole et pour vos témoignages. Donc comme vous venez de l'entendre, les problématiques sont nombreuses, mais des solutions concrètes existent à la condition bien sûr qu'il y ait une volonté politique, effectivement, notamment pour appliquer les lois déjà qui existent. Alors pour ma part, je vais tout faire durant mon mandat qui vient pour essayer de faire avancer en lien étroit avec les associations le combat pour l'égalité des droits des voyageurs et la lutte contre l'antiziganisme. Et je vais notamment, ça me semble important dans les prochains jours, une fois que les groupes d'études seront ouverts, agir pour la dénomination du groupe d'étudiants du voyage, car cette dénomination, pour la changer,
parce que cette dénomination, gens du voyage, est à proprement parler scandaleuse dans la mesure où on n'étudie pas les gens, en fait, comme si c'était des choses. Et je vais m'engager pour qu'il soit rebaptisé groupe d'études sur l'antiziganisme, sur le modèle du groupe d'études sur l'antisémitisme, car on ne doit pas combattre les voyageurs, mais combattre le racisme qu'ils subissent. Je vais aussi travailler avec les associations, les surveillants d'internement et des historiens, justement, parce que M. Delage en parlait, à la rédaction et au dépôt d'une résolution pour la reconnaissance par l'État français de sa responsabilité dans le génocide et les persécutions contre les Roms, les Yéniches, les Sinti, les Gitans, les Manouches et les voyageurs, ainsi que pour l'inscription de la journée du 2 août comme journée nationale d'hommage et de mémoire aux victimes de ce génocide et de ces persécutions. Rappelons que l'internement des 10 nomades en France, ça a eu lieu entre 1939 et 1946, vous avez bien entendu 1946. La défaite du nazisme n'a pas empêché la France de continuer à persécuter les personnes catégorisées comme nomades, et donc il est temps que la France assume ses responsabilités. J'en profite d'ailleurs pour remercier les associations qui m'ont invité à une commémoration de ce génocide à Rivesaltes le 2 août, notamment la NGVC qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Je vais également travailler avec les associations pour faire émerger des propositions efficaces contre les expulsions récurrentes qui entraînent une condamnation à l'errance des voyageurs. Effectivement, faire en sorte que la loi Besson soit réellement appliquée et tout faire pour améliorer les conditions de vie sur les aires d'accueil qui sont tous sauf accueillantes et qui ne devraient pas porter ce nom qui insinue que les voyageurs sont étrangers à notre pays. Il faut lutter contre le racisme environnemental subi par les collectifs Romani et voyageurs qui sont parqués sur des terrains et des prétendues aires d'accueil qui sont sciemment exposés à des pollutions dangereuses et qui mettent en danger la santé de leurs occupants. Je citerai pour exemple l'incendie d'un site Céveso à Rouen en 2019, avec comme premier lieu d'habitation à proximité justement une aire d'accueil dans laquelle les voyageurs avaient été enfermés plutôt qu'évacués avec les autres habitants. C'était absolument scandaleux. Donc si je résume, nous allons tout faire dans les prochaines semaines pour que le groupe d'études gens du voyage soit rebaptisé groupe d'études sur l'antiziganisme et soit un réel outil permettant d'identifier et de combattre l'antiziganisme, qui permettra d'ailleurs justement de réfléchir à la question de l'application des lois qui existent. Nous allons œuvrer à l'adoption d'une résolution reconnaissant la responsabilité de la France dans le génocide des Roms, des Yéniches, des Sinti, des Gitans, des Manouches et des voyageurs et dans les persécutions des nomades entre 1939 et 1946. Et nous allons contribuer au combat contre le racisme environnemental qui est illustré de façon criante par les aires d'accueil dont le nom est si peu adéquat. Il y a des centaines de milliers de Roms, de Yéniches, de Sinti, de Gitans, de Manouches et de voyageurs qui vivent en France, certains dont les familles sont présentes dans ce pays depuis plusieurs siècles. L'heure de la justice et de l'égalité doit arriver et je serai une alliée des premiers concernés dans ce combat fondamental. Tout mouvement politique ou tout militant antiraciste sérieux doit s'engager dans la lutte contre l'antiziganisme et contre l'ensemble des déclinaisons que prend le racisme. Plus personne ne doit être oublié finalement dans la lutte antiraciste. C'est pourquoi, en plus de mon travail parlementaire, je militerai au sein de ma propre famille politique pour que les voyageurs prennent toute leur place dans l'action politique et militante, car c'est bien le meilleur chemin pour s'émanciper. J'ai confiance aux voyageurs dans cette perspective, car comme le disait très bien le grand résistant Manouche Guren, dont je faisais référence, en parlant des survivants du génocide et de l'internement, ils ont eu la graisse, ils n'auront pas la peau.